L'obscurité s'installe et vous plonge dans un nouvel épisode de Peur du soir. Si ces histoires réveillent en vous quelques frissons, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. La chambre noire. La pluie n'avait pas cessé depuis 2 jours. Dans la lumière faiblissante de la fin d'après-midi, Arthur avançait sur le chemin boueux bordant la lisière de la forêt, un sac de toile serré contre sa poitrine. À chaque pas, ses bottes s'enfonçaient dans le sol, crépitant dans le silence de la campagne. Le hameau, à peine 2 rangées de maisons serrées autour d'une église délabrée, semblait s'éclipser derrière lui, avalé par le brouillard. Arthur n'aurait su dire pourquoi il revenait toujours ici, entre les arbres massifs et le vent qui hurlait comme un avertissement. Il n'avait jamais eu d'attache dans ce village. La maison de ses parents était une ruine, condamnée depuis des années, et les voisins évitaient son regard. Nul ne voulait parler du passé, ni des nuits où l'on prétendait que quelqu'un rôdait dans les bois. Les premiers jours de son retour, Arthur s'était voulu raisonnable. Il avait tenté de s'installer dans la petite chambre à l'étage, celle dont le papier peint se décollait en lambeaux, là où la lumière disparaissait chaque soir dans l'angle de la fenêtre. Il avait retrouvé la vieille lampe, le sifflet oublié d'un père qu'il n'avait pas revu depuis ses 15 ans. À la tombée de la nuit, il sentait sur sa nuque le souffle froid du dehors. Et puis, il y avait eu cette silhouette. Au début, il l'avait aperçue, presque par hasard, une forme noire qui traversait le sous-bois. Les souvenirs lui revinrent brutalement. L'image d'un homme sans visage, planté juste à la limite entre le village et la forêt, les bras pendants, comme s'il attendait quelque chose qu'Arthur refusait de nommer. Ce soir-là, la peur s'insinua dans ses gestes. Il s'enferma à double tour, tira sur les rideaux miteux. Mais le silence n'était pas apaisant. Il résonnait, amplifiait la tension. Arthur savait que l'ombre serait là. Il se souvenait des histoires racontées par les vieux du village. On évoquait la présence, mais toujours à voix basse, comme si nommer l'horreur la faisait entrer. Arthur se refusait à croire en un fantôme. Pourtant, chaque nuit, l'homme surgissait, debout sous l'unique réverbère de la ruelle. Et Arthur, paralysé devant la fenêtre mal fermée, le fixait sans oser bouger. Il tenta de sortir, une nuit, armé d'une lampe et du vieux sifflet. Mais dehors, la pluie retombait, assourdissante. Arthur marcha jusqu'au réverbère. Personne. Pourtant, il sentait derrière lui le frôlement d'une présence, le bruissement d'un souffle. Se retournant brusquement, il ne vit que sa propre ombre, longue et distordue sur le mur d'une grange abandonnée. L'angoisse monta, violente. Arthur rentra en courant, claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. Une obsession naquit. Il commença à consigner chaque apparition, chaque bruit, chaque rêve. Dans un carnet, il couchait des phrases incohérentes. Il est là. Il attend. Il n'a pas de visage. Les jours devinrent troubles. Parfois Arthur ne se souvenait plus du matin. Il se réveillait les mains souillées de terre, le sac de toile encore humide. Sans comprendre comment, il réalisait avoir arpenté la forêt, suivi une trace qui s'effaçait à mesure qu'il avançait. La tension devint insoutenable. Le moindre craquement sur le plancher sonnait comme un présage. Les nuits, surtout, étaient pires. Un cauchemar sans fin, où le visage de l'inconnu flottait dans l'obscurité, dissous dans les plis du papier peint.
Arthur se surprit à craindre sa propre image dans le miroir, à sentir la frontière entre dehors et dedans se dissoudre. Arthur ne dormait plus. La fatigue lui écrasait les tempes. Ses pensées se bousculaient en spirales vertigineuses. Les journées étaient marquées par l'attente, le regard dans le vide, la peur que la nuit tombe encore, que l'ombre surgisse. Il se mit à scruter la forêt par la fenêtre, chaque feuillage devenant suspect, chaque mouvement semblant cacher l'indicible. Le village, si silencieux, renforçait cette impression d'être cerné par l'invisible. Arthur tenta d'aller au café, lieu morne où s'attablaient quelques habitués, vieillis et résignés. Il essaya de parler, d'obtenir des confidences sur la présence. Les réactions, toujours les mêmes. Regard fuyant, mains qui tremblent, voix qui se brisent. On ne regarde pas, Arthur, on oublie. L'isolement se creusait, son étrangeté grandissait dans les yeux des autres. Les nuits se décomposèrent en fragments d'angoisse. Arthur se réveillait hagard, au cœur du bois, hagard et sale, sans se souvenir comment il était arrivé là. La présence le poursuivait jusque dans ses rêves. Mais c'était surtout le visage, ou plutôt son absence, qui le hantait. Il tenta de dessiner, de figurer ce qu'il voyait dans la pénombre. À chaque fois, il obtenait une silhouette évidée, noire, comme découpée dans du papier. Un soir, la tension atteignit son paroxysme. Arthur sentit que la maison se rétrécissait. Les murs semblaient palpiter, prendre une respiration étrange, la lumière oscillait entre jaune et gris. Il entendit un souffle, un froissement, et descendit l'escalier à tâtons, un couteau serré dans la main. Dehors, sous la lune blanche, la silhouette attendait à nouveau, cette fois plus nette, plus proche que jamais. Son cœur battait si fort qu'il crut mourir. Il ouvrit la porte. L'air était acide, presque électrique. Arthur s'avança dans la boue du jardin. La présence reculait dans la forêt, l'attirait. Arthur suivit, pris au piège par quelque chose qui le dépassait. Les arbres bruisselaient. Il courut, trébucha, rampait presque, perdant la notion du temps et de l'espace. Soudain, il s'arrêta devant la vieille cabane de garde-chasse, abandonnée depuis des lustres. La porte, entr'ouverte, grinçait sous le vent. Arthur entra, respirant à peine, la lampe tremblante, projetant des ombres déformées sur les murs pourris. Il découvrit, posés sur la table, des objets qui semblaient familiers. Un foulard, une montre cassée, une photo cornée de lui enfant, le visage souriant à côté d'un père effacé, raturé au crayon, et un carnet, semblable à celui qu'il remplissait chaque nuit. Il saisit le carnet, feuilleta les pages. Les mots luisaient comme des scarabées sous la lampe. « Je suis la chambre noire, je suis celui qui attend. » Sa propre écriture s'entremêlait à celle, tremblée, d'un inconnu. Un bruit soudain le fit sursauter. Le miroir fissuré au fond de la cabane reflétait une silhouette noire derrière lui, indistincte. Arthur se retourna, paralysé. Il ne vit rien, mais le souffle froid, la tension, la sensation d'être épié ne le quittaient plus. Désormais, Arthur savait que la chambre noire était partout, dans les objets, dans les images, dans son propre esprit. La cabane semblait respirer avec lui. Arthur perçut dans l'air stagnant l'étrange impression d'entendre une voix chuchoter, répétant sans cesse son prénom. Il resta là, figé, à contempler le miroir fêlé où son reflet se dérobait dans les éclats sombres. Une heure passa, ou peut-être seulement une minute. Le temps s'étirait, dilué par la peur. Il consulta le carnet à la lumière déclinante.
Les pages suivantes étaient couvertes de dates, de descriptions de rencontres dans la forêt. Toujours la même phrase, obsédante. Il attend derrière les arbres. L'écriture changeait de forme, se tordait. Parfois le style ressemblait à celui de son père, disparu si brutalement, dont le visage flottait dans la mémoire d'Arthur, trouble et indéchiffrable. Un vertige le saisit. L'idée que la silhouette eût pu être un souvenir, une projection, s'insinuait, malsaine. Il resta longtemps à relire les pages, jusqu'à ce que la lampe s'éteigne, consumée. La nuit s'installa, épaisse, collante. Arthur s'allongea sur le sol froid, incapable de rentrer. À chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage absent revenait, plus menaçant. Il crut entendre la voix de son père murmurer, comme au fond d'un rêve. « Retrouve-moi, où l'ombre s'arrête. » Mais dehors, aucune barrière ne séparait ténèbres et réalité. Arthur dormit par à-coups, des éclairs de cauchemar le tirant du sommeil, le laissant dans une sueur glacée. À l'aube, il rentra péniblement au village. Les habitants évitaient son regard, s'éloignaient sur son passage. Arthur se sentit transparent, étranger dans sa propre vie. La tension était palpable. Il se savait traqué, mais par qui? Le silence s'épaississait autour de lui. La paranoïa accélérait son pouls. Il décida alors de chercher ailleurs, de remonter le fil des souvenirs. Dans la maison familiale, il fouilla le grenier, cherchant dans les malles et les vieux cartons. Entre des photos jaunies et une boîte à musique cassée, il découvrit une lettre datée de 20 ans. À ceux qui me liront, cette maison est le théâtre des ombres. N'oubliez jamais ce que vous avez vu. L'écriture était la sienne, mais il n'en avait aucun souvenir. Les nuits suivantes furent un naufrage. Arthur commença à parler à la silhouette, à lui hurler sa rage et sa peur. Mais elle restait muette, insaisissable, toujours à la limite du visible. Chaque matin, Arthur retrouvait sur sa peau des traces de boue, parfois du sang séché, des griffures, indices d'une lutte contre lui-même. Il commença à se douter de la vérité, sans oser la nommer. La tension devenait insoutenable. La frontière entre la réalité et le cauchemar s'effritait. Arthur se demandait si les autres le voyaient réellement, ou s'il n'était qu'un spectre, condamné à hanter les ruines silencieuses de la campagne. Arthur errait, un fantôme parmi les ombres. La campagne, jadis refuge, était devenue territoire interdit. Chaque arbre semblait le juger, chaque maison le surveillait. Les jours s'effaçaient dans une grisaille sans fin. Il ne mangeait plus, ne parlait plus. Le tic-tac de l'horloge, dans la maison vide, rythmait son agonie. Il se mit à craindre ses propres pensées. Les conversations, désormais, lui paraissaient suspectes. Même sa propre voix, lorsqu'il parlait tout bas, lui semblait étrangère, résonnant sur les murs difformes et humides. Son visage dans le miroir se tordait, aspiré par la lumière noire de la chambre du fond. Il comprit, un soir, que la terreur ne venait pas du dehors, mais du cœur même de son monde. La silhouette, chaque nuit, était plus proche. Parfois, Arthur la retrouvait assise sur le vieux banc du jardin, les mains sur les genoux, immobile. La haine et la peur le poussaient à hurler, à courir dehors, mais toujours le noir l'avalait, la tension tordait son esprit. Les mots retrouvés dans la cabane ne quittaient plus sa tête. Je suis la chambre noire, je suis celui qui attend. Un matin, flottant entre sommeil et veille, Arthur décida de faire face. Il entra dans l'ancienne chambre de ses parents, celle où nul n'allait plus, où le papier peint s'effritait en plaques sombres.
Au centre de la pièce, la lumière ne pénétrait jamais, une zone froide, presque humide. Arthur s'assit au sol, ferma les yeux. Il se mit à évoquer la silhouette, à lui parler, à réclamer une réponse. Soudain, la mémoire afflua, brutale. Il revit l'enfance, les cris dans la nuit, le visage de son père déchiré par la colère. Il se souvint de cet homme qu'il avait fui, des coups, du silence. Il comprit enfin la présence, l'ombre. Ce n'était pas un autre, mais lui-même, disloqué, fragmenté par les années de douleur. Il rouvrit les yeux. La chambre s'était assombrie. Sur le lit, Arthur vit son propre manteau posé comme un corps délaissé. Sur la table, le carnet, cette fois rempli jusqu'à la dernière page. Toutes les ombres sont miennes. La tension explosa en lui. Arthur sentit la peur quitter ses entrailles, remplacée par une certitude glaciale. Il était la chambre noire, l'homme sans visage, le spectre dissimulé au cœur du village. Ses souvenirs se réagencèrent, lentement. Toutes les apparitions, tous les cauchemars, c'était lui, errant ailleurs chaque nuit, traqué parce qu'il se traquait lui-même, reclus parce qu'il cherchait à s'exiler de ses propres hontes. Au dehors, l'aube hésitait. Arthur sortit, vacillant. Il franchit le seuil de la maison, la tête levée vers le ciel en ruine. La campagne retrouvait son silence, mais Arthur ne s'y sentait plus jamais chez lui. Condamné à hanter les chemins, il savait désormais que nul autre ne l'attendait dans les bois. Arthur resta longtemps devant la maison, absorbé par les teintes maladives du matin. La lumière lutte péniblement contre la grisaille, donnant au paysage une allure spectrale. Ses pas le portent, mécanique, vers la forêt. Ce territoire d'ombre, de souvenirs mutilés et de peur viscérale. Le hameau s'éveille timidement. Quelques fenêtres s'ouvrent, puis se referment aussitôt, fuyant son regard. Il n'est plus qu'une rumeur dans le village, un nom que l'on chuchote, qu'on évite pour conjurer le malheur. Au bord du bois, Arthur s'arrête. La brise soulève la boue, fait trembler les herbes folles. Ici, tout est silence. Il se sent redevenir enfant, ce gamin qui grimpait aux arbres pour échapper à la voix rauque de son père, qui trouvait refuge dans la mousse humide et les troncs creux. Mais la forêt a changé. Elle n'offre plus de répit, elle le dévore. Il s'enfonce dans les sous-bois, ses mains tremblent, le carnet serré dans son poing. Il veut tout comprendre, tout affronter. Les souvenirs affluent, tandis que le sol devient instable, suintant d'eau glacée. Chaque pas le ramène à la cabane, à ce lieu de la révélation. Arthur s'accroupit devant la porte béante, la tête lourde des nuits sans repos. Un dernier sursaut de courage l'emporte à l'intérieur. L'air est froid, chargé d'une odeur de moisissure et de fer. Il s'assoit face au miroir brisé. Dans le reflet morcelé, il ne distingue plus de visage, seulement des fragments, des éclats de peur et de colère. Il regarde, sans bouger, hypnotisé. Soudain, il parle à haute voix, rompant le sortilège du silence. « Je suis l'ombre, je suis la chambre noire. » Les mots résonnent dans la cabane, alors qu'une certitude oppressante s'impose. Il revoit les nuits de terreur, se découvrant debout, seul, face à la forêt, le regard perdu dans le vide. Ce n'était jamais un autre homme, c'était lui, projeté dans la nuit par le vertige de ses regrets et l'abîme de son passé. La chambre noire n'est plus une pièce, ni un lieu. Elle est devenue l'espace intérieur, la prison de son esprit. Arthur laisse tomber le carnet. Tout s'apaise. La forêt autour semble attendre, respirer doucement. Il ferme les yeux. Il sait maintenant que le village ne le reconnaîtra jamais,
que nul mot ne sera échangé. Les histoires me resteront sourdes, les cicatrices invisibles. Dans l'obscurité de la cabane, sous le regard fracturé du miroir, Arthur s'efface peu à peu, englouti par sa propre ombre. Le monde continue, indifférent, et lui, dernier gardien de la chambre noire, s'abandonne au silence. Lentement, Arthur se leva, abandonnant la cabane à son silence écrasant. Dehors, la lumière blafarde de la matinée baignait la forêt d'un voile incertain, ni menaçant, ni consolant. Il savait que le village continuerait à tourner, ignorant les fantômes qui s'y cachaient, et que lui-même n'était plus qu'un fragment brisé de sa propre histoire. Alors qu'il s'éloignait, l'écho de ses pas s'effaça peu à peu, absorbé par la terre humide et les racines noueuses. La chambre noire n'était pas un lieu, mais une part cachée de son esprit, un vide impossible à remplir, un secret qu'il porterait à jamais. Dans le vent qui s'élevait, Arthur sentit enfin le poids de la peur se dissoudre, remplacé par une étrange paix, celle de l'acceptation totale d'une vérité insupportable. Il n'y avait plus de fuite, plus de chasse, seulement cette ombre qui l'accompagnait comme une dernière compagne dans les profondeurs du silence. Et dans ce silence, l'histoire d'Arthur s'acheva, non pas dans la lumière du jour, mais dans les ténèbres d'une chambre que nul ne franchira jamais. Le marché nocturne. Le marché nocturne n'avait rien de commun. La ville entière semblait avoir oublié cette ruelle, comme si elle n'existait que pour ceux qui savaient regarder, pour ceux dont les pas étaient guidés par un murmure que personne d'autre n'entendait. Théo, malgré la fatigue de sa journée, avait été attiré par cette curiosité obsédante, par un parfum étrange mêlant pluie, terre humide et quelque chose de métallique, presque vivant. Il marchait seul, son souffle court dans l'air froid, et chaque pas résonnait sur les pavés humides comme un avertissement. Le marché se dévoilait par bribes, des étals surgissaient de l'obscurité, toujours différents, toujours plus étranges que le précédent. Des fruits luminescents, dont la peau semblait palpiter sous ses doigts, des bijoux aux formes impossibles, qui ondulaient comme s'ils étaient faits d'eau, des cristaux ou des éclats rouges et verts, dansaient comme s'ils contenaient des feux miniatures. Théo avait l'impression que tout cela existait depuis des siècles, que chaque objet connaissait son nom, son passé et peut-être même son futur. Aucun vendeur ne s'approchait, aucun visage ne se tournait vers lui, et pourtant il sentait les regards. Des dizaines d'yeux invisibles, dissimulés dans l'ombre, l'épiaient avec insistance. Il sentait leur attention peser sur lui, comme une pression constante sur ses épaules, et son cœur battait plus vite. La ruelle s'allongeait et se rétrécissait, le monde semblait respirer autour de lui. Des murmures s'élevaient de tous côtés, impossibles à localiser. Des éclats de rire ou de cris, indistincts, se mêlaient au son de ses pas. « Tu es attendu », murmurait une voix, ou peut-être son imagination, qui s'insinuait dans sa poitrine et semblait y résonner. Théo s'arrêta devant un étal improbable, une horloge sans aiguille, dont le tic-tac résonnait avec un écho qui semblait sortir de ses os. Il tendit la main pour la toucher, et dès que ses doigts effleurèrent le métal froid, le monde vacilla. Les étals se mirent à onduler, se déformer. Certaines silhouettes semblaient s'étirer jusqu'au ciel avant de retomber en vagues ondulantes. Les parfums se mélangèrent et devinrent presque suffocants, un mélange de sang, de pluie et de terre retournée. Théo voulut reculer, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Il était pris dans un courant invisible, comme aspiré par une force ancienne et insondable. Au centre du marché,
Une lumière douce mais froide se mit à briller, pulsant au rythme de son cœur. Une silhouette apparut dans ce halo, grande, mince, le visage caché sous un chapeau large, les mains gantées, immobile mais terriblement présente. Rien dans sa posture n'indiquait qu'elle respirait, et pourtant, chaque battement de cœur de Théo résonnait contre cette entité. La voix de la silhouette se fit entendre, un souffle à peine perceptible, mais qui pénétrait dans sa poitrine, jusque dans ses os. Choisis, mais choisis vite, ou le marché te choisira. Théo ne savait pas quoi choisir. Tout dans ce marché était à la fois fascinant et terrifiant. Chaque étal semblait contenir une promesse et une menace. Chaque parfum éveillait une émotion inconsciente. Chaque murmure insinuait qu'il allait tout perdre s'il hésitait. Il s'avança vers un étal couvert de petites fioles contenant des liquides changeants, des couleurs impossibles qui ondulaient comme des flammes liquides. Une fiole vibrait avec une intensité particulière, et Théo sentit qu'elle le regardait, qu'elle savait qu'il existait. Lorsqu'il la prit, une décharge électrique lui traversa le corps, et il entendit un rire cristallin qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Les murs de la ruelle se rapprochaient, les étals s'élevaient, et des silhouettes invisibles semblaient danser autour de lui, se mêlant à ses ombres. Théo était pris d'une paranoïa totale. Chaque mouvement de son corps, chaque respiration, chaque regard derrière son épaule pouvait être surveillé. Le marché vivait, et il avait conscience qu'il était devenu une proie, un objet d'étude pour quelque chose de beaucoup plus ancien et intelligent qu'il ne pouvait l'imaginer. Les sons se déformaient, des pas derrière lui résonnaient alors qu'il marchait seul, des rires étouffés éclataient quand il tendait l'oreille, et parfois, il croyait entendre son propre nom, murmuré dans la brume nocturne. Au fur et à mesure qu'il avançait, le marché se transformait en un labyrinthe sensoriel. L'odeur de la terre humide s'intensifiait, mêlée à un parfum de cuir et de fer. Les pavés résonnaient différemment sous ses pas, parfois comme du verre, parfois comme du bois pourri. Il sentit quelque chose effleurer son bras, une présence tangible qui n'était pas là, et son souffle devint saccadé, ses mains moites. Le marché semblait jouer avec lui, tordre le temps et l'espace, et chaque choix devenait plus crucial. S'il se trompait, il se perdrait à jamais dans ce labyrinthe nocturne. Une autre silhouette apparut, plus basse cette fois, glissant presque sur le sol, avec un chapeau incliné et des yeux qui brillaient dans la pénombre. Elle tendit une main et murmura « Ici, tu peux voir ce que tu veux voir, mais tu ne pourras jamais partir. » Théo sentit une terreur pure s'emparer de lui. Il comprit que le marché n'était pas seulement un lieu, mais une entité consciente, vivante, qui se nourrissait de peur, de curiosité, de désir et de désespoir. Il comprit aussi qu'il n'était pas là par hasard. Le marché avait choisi de lui montrer ses profondeurs, ses instincts et son obsession pour ce qui était interdit et mystérieux. Alors que Théo continuait, des étals d'objets impossibles surgissaient partout. Certains semblaient faits de chair, d'autres de métal vivant, d'autres encore d'eau figée dans des formes impossibles. Il vit des reflets de lui-même dans des miroirs déformants, des versions grotesques ou idéalisées qui lui murmuraient des secrets qu'il ne voulait pas entendre. La paranoïa grandissait. Chaque reflet, chaque ombre, chaque objet semblait juger ses intentions, le tester, chercher une faille dans sa conscience. Il sentit ses genoux fléchir,
mais l'attraction du marché était irrésistible. Il était à la fois participant et spectateur, proie et voyeur. Le parfum métallique devint insoutenable. Des murmures autour de lui formaient bas des phrases à peine audibles. « Tu n'auras pas de sortie. Nous savons ce que tu désires et ce que tu craignes. » Théo sentit la pression monter dans sa poitrine, un mélange de peur et de fascination. Il s'arrêta, ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, le marché avait changé. Les étals étaient maintenant recouverts de tissus sombres, et les objets vibraient d'une lueur inquiétante, presque organique. Les silhouettes invisibles semblaient se rapprocher, le suivant à chaque pas, anticipant ses mouvements, jouant avec son esprit. Puis, au centre de la ruelle, un grand cercle lumineux s'ouvrit, un espace où les ombres et la lumière semblaient se mêler dans une danse hypnotique. Une voix, plus profonde et plus ancienne que toutes les autres, résonna. « Choisis ou disparaît. » Théo sentit ses genoux fléchir, ses mains trembler. Il comprit qu'il ne pouvait pas reculer, qu'il devait s'engager et qu'aucun choix n'était véritablement sûr. Il prit une profonde inspiration et entra dans le cercle. L'espace se contracta, puis s'ouvrit sur un hall immense, fait de verre et de métal, où les étals se multipliaient à l'infini, où les objets devenaient de plus en plus étranges et menaçants. Des murmures partout, des rires cristallins, des pas derrière lui, mais quand il se retournait, il n'y avait rien. La paranoïa atteignit son paroxysme. Théo pouvait sentir son propre souffle, le sang dans ses veines, la friction de ses vêtements contre sa peau, et pourtant, chaque sensation semblait amplifiée, déformée, surveillée. Il comprit alors, avec une certitude glaciale, que le marché ne le laisserait pas partir. Il ne s'agissait pas d'un lieu à visiter, mais d'une entité vivante, consciente, qui se nourrissait de ceux qui s'y aventuraient. Il sentait son esprit se plier, sa perception se fracturer, et pourtant, il continuait, attiré par une curiosité morbide. Chaque objet qu'il touchait le connectait à quelque chose de plus ancien, quelque chose de primordial et d'inconnu. Le métal vibrait, la lumière pulsait, les ombres dansaient, et Théo était suspendu entre fascination et terreur, conscient qu'il avait franchi une limite qu'aucun humain ne devrait jamais franchir. Et dans ce moment ultime, au cœur du marché nocturne, il sut qu'il ne verrait jamais la lumière du matin de la même façon, que chaque reflet, chaque objet, chaque silence dans la nuit serait désormais chargé d'une menace invisible, d'une attente silencieuse, d'une curiosité infinie qui le suivrait partout. Le marché l'avait choisi, et Théo, à la fois terrifié et hypnotisé, comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait que l'abandon, la plongée totale dans l'ombre et la peur de ce qui viendrait ensuite.